Sur la terre comme au ciel, moi seul mérite d'être honoré. Lui-même l'a dit, on va parler de celui qui s'est hissé au rang de divinité au sein de son propre univers, l'exorciste le plus fort, Satoru Gojo. A la base, je voulais faire une vidéo sur Jujutsu Kaisen et vous laisser le choix entre faire une vidéo sur Gojo ou plutôt sur Toji. Bah spoiler, j'ai décidé de faire les deux. J'ai juste absolument aucune idée de si celle-là c'est la première ou la deuxième. D'ailleurs, je profite du fait que ce soit la première fois que je fasse du facecam. Bon, niveau décor, c'est pas forcément le mieux, je vous l'accorde. Mais je tenais à vous remercier pour l'implication que vous avez autour de ces vidéos. Donc si celle-ci vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager et surtout me faire vos retours en commentaire. Trêve de bavardage, voyons donc ensemble pourquoi Gojo Satoru est le plus fort. Es-tu le plus fort parce que tu es Gojo Satoru ou es-tu Gojo Satoru parce que tu es le plus fort? Cette phrase prononcée par son ami de toujours Geto Suguru n'est pas simplement là pour faire joli. Elle traduit d'une question bien plus profonde, celle de l'inné ou de l'acquis. Gojo est-il ce qu'il est de par sa naissance bénie au sein du clan Gojo ou de par sa personnalité, son vécu et ses influences? Avant de répondre à cette question, remettons d'abord dans le contexte qui est Satoru Gojo. En tout cas s'il y en a encore qui ne le connaissent pas. Dans le monde de l'exorcisme de Jujutsu Kaisen, il existe trois grandes familles. Le clan Zenin, le clan Kamo et enfin le clan Gojo. Ces familles ne jurent que par la puissance de leurs membres. Donc pour eux, la valeur de chaque individu est déterminée par leur sort et la quantité d'énergie occulte qu'ils possèdent. Dès la naissance, on saura plus ou moins quelle est ta place dans ce monde. Pour Satoru du clan Gojo, c'est un élu comme il y en a eu tous les 1000 ans. Né avec le mystérieux sixième œil et le sort le plus puissant qu'on connaisse, l'infini. Il sera donc considéré directement comme un être au-dessus du lot, mais aussi comme une menace perturbant l'équilibre du monde. Certains le protégeaient au péril de sa vie en attendant la maturité de ses pouvoirs, mais d'autres auraient bien voulu se débarrasser de cette future épine dans le pied. On parle d'un individu qui, de par sa simple existence, influence le monde. Dès ses 16 ans, il était déjà sans égal. Aucun exorciste adulte ne pouvait le surpasser. Et même s'il finira par être vaincu, son potentiel latent comblera cette minuscule faiblesse. Il devint une sorte de divinité gardienne du monde de l'exorcisme, nous protégeant des fléaux et de tout autre individu mal intentionné. Donc revenons sur cette phrase qui semble être un simple effet de style, mais qui pourtant en dit très long sur la place de ce personnage dans son œuvre. Et le fait que ce soit Geto qui lui pose cette question n'est pas anodin, vu que lors du flashback, ils nous ont été présentés comme deux meilleurs amis qui étaient considérés tous les deux comme les plus forts. Deux individus qu'on pouvait mettre sur un pied d'égalité. Le seul individu que Gojo pouvait considérer comme son égal. Enfin, ça c'était avant son éveil. Toute personne qui a vu le film Jujutsu Kaisen 0 sait ce que Geto est devenu. Mais ça on en parlera peut-être une autre fois. Si vous connaissez un peu la religion bouddhiste ou que vous êtes fan de Valkyrie Apocalypse, ça marche aussi. Vous avez déjà entendu cette phrase, celle que j'ai prononcée au début de la vidéo. Sur terre comme au ciel, moi seul mérite d'être honoré. Merci Crunchyroll pour la traduction. Ces mots ont été prononcés la première fois par celui né parmi les humains finira par se hisser au rang de Dieu. Je parle bien évidemment de Bouddha. Et à la manière de ce dernier, Gojo face à Toji a vécu cette fameuse transformation, une sorte d'illumination. Illumination qu'il a eue concernant l'énergie occulte. Car dans Jujutsu Kaisen, plus ta compréhension de l'énergie occulte est grande, plus cela traduit ta puissance en tant qu'exorciste. Sauf que Gojo, avec son sixième œil, ne semble pas se limiter qu'à ça. Le sixième œil, pour moi, c'est la chose la plus mystérieuse chez Gojo Satoru. Un œil qui d'ailleurs fait référence au troisième œil de la religion bouddhiste, qui est justement synonyme de sagesse. Un œil qui te permet de voir ce que l'œil humain ne peut pas, et comme par hasard, cela correspond au sixième chakra. Coïncidence? Je ne pense pas. Cet œil a donné à Gojo les armes pour comprendre tout ce qui l'entoure, que cela fonctionne à l'énergie occulte ou non. Mais ironiquement, le catalyseur de son illumination aura été une expérience proche de la mort causée par l'homme qui se rapproche le moins des dieux, Toji Fushiguro. Je vous ai parlé tout à l'heure des fameuses grandes familles nobles. Gojo, lui, était l'individu le plus adulé par ces derniers, alors que Toji, c'était totalement l'inverse. C'est quand même assez étrange de se dire que l'individu le moins bien considéré par l'univers de l'exorcisme a créé le plus puissant. Mais bon, tu t'en doutes, le cas de Toji est réservé pour une autre vidéo. C'est donc après cet événement que Gojo atteindra son plein potentiel, pour finir dans sa position du début du manga, celui le plus fort qui de par sa naissance a renversé la balance de l'exorcisme, et par ses actes a conquis la fanbase de Jujutsu. Toutes. Eh bien non, je dois vous avouer que je n'appréciais pas spécialement Gojo au début du manga. Certes, il est beau gosse, super fort à la bagarre et nous a offert des sacrés moments. Mais en quoi ça nous change de tous les autres personnages badass des autres œuvres? Personnellement, j'étais pour Toji à l'époque. Bon, peut-être pas à ce point. Ce qui m'a fait apprécier le personnage, c'est comment Akutami a créé son univers.
Lorsqu'il a conçu Gojo Satoru, il voulait créer son Zaraki Kenpachi, et non pas pour son apparence. Je pense que cela se voit bien qu'il ressemble plus à Kakashi qu'à un Algérien balafré. Ah non, apparemment son apparence viendrait de ce personnage dans Naruto. Bon, apparemment Gojo aurait un design un peu random. Si vous avez vu ma vidéo sur Itadori Yuji, on aura un peu compris que l'auteur était un peu farfelu. Il a l'air de bien aimer jouer avec les codes, mais surtout avec notre cœur. Pitié faites que Yuji soit un jour heureux. S'il s'est inspiré de Zaraki Kenpachi, c'était pour faire un personnage que personne ne pourra contredire sa force, tellement elle est hors norme. Et pourquoi ? Parce qu'entre nous c'est extrêmement stylé. On adore tous les personnages surpuissants. Mais il y a un détail chez Gojo qui m'a fait apprécier le personnage. Au-delà de son immense puissance, il sait que seul être le plus fort ne te permettra pas de faire la différence. Pour quelqu'un qui a le pouvoir de l'infini, il se verra vite heurté à ses limites. Son immense force brute ne peut rien face au système dans lequel il vit. C'est la raison pour laquelle il s'est tourné vers l'enseignement, pour créer la génération de demain leur donnant les meilleures conditions pour le surpasser et créer un monde meilleur, correspondant un peu plus à sa vision et celle que Geto Suguru lui aura enseignée. L'une des scènes qui l'illustre le mieux, c'est lors de la saison 1, lors de la fameuse mort de Yuji. Cela mettra Gojo hors de lui non seulement pour avoir perdu un individu prometteur, et que même s'il cherchait à se venger en tuant tous les dirigeants du monde de l'exorcisme, rien ne changerait. Ces derniers finiraient par être remplacés par d'autres individus qui sont au moins aussi malveillants. Cela prouve que malgré ses airs nonchalants, ça reste quelqu'un de très réfléchi. Et là, force est de constater que c'est un point sur lequel il est vraiment le plus fort. Il a surpassé ce fameux syndrome du personnage seul au sommet n'ayant plus de but. Il connaît ses limites dans ce monde, ce que la simple force ne peut résoudre et va pourtant effacer ses contraintes en mettant à profit ses dons pour justement changer son destin. Il ne veut pas être le plus fort, mais redevenir les plus forts. Une chose est sûre, l'ancien Geto influence encore Gojo. Donc on a notre réponse, c'est clairement le plus fort, parce que c'est Gojo Satoru. Attends, la vidéo n'est pas finie ? Je vois, si tu es là, c'est que tu n'as pas peur des spoils. Donc accroche-toi, on va couvrir l'arc Shibuya et le combat le plus attendu de l'année. Comme cité dans la partie sans spoil, notre cher Gojo est une menace pour la liberté de certains individus malveillants, donc il a toujours été un peu une cible à abattre. C'est pour cela que le 31 octobre, le Halloween de Shibuya sera teinté de sang. Personnellement, j'y suis allé et oui, j'ai retourné ma veste. Cet événement n'a eu lieu dans un seul but, mettre hors d'état de nuire le plus grand exorciste de notre ère. Et pour cela, il fallait jouer de sa plus grande faiblesse, son humanité. Attention, ce n'est pas quelqu'un d'aussi naïf que Yuji, il sait que malgré tout, il ne pourra pas sauver tout le monde, mais dans son sens du devoir dû à son titre, cela l'obligera à agir comme tel. Tout était en place pour l'arrêter, des centaines d'otages, des fléaux de classe S prêts à tout pour ne lui porter ne serait-ce qu'un coup, mais pourtant Gojo montrera encore sa supériorité en toutes circonstances. Malheureusement, c'est en revoyant le visage de son meilleur ami qu'il fera son ultime erreur, piégé dans un objet maudit de classe S. Cette simple entrevue avec l'antagoniste final de l'œuvre permit malgré tout à Satoru de démontrer sa force et son immense influence, faisant même manifester l'âme de son défunt ami s'opposant à son parasite. Du jamais vu pour Kenjaku et ses siècles d'expérience. J'aimerais m'arrêter sur ce passage. Avec Mahito, on nous a introduit un certain rapport entre le corps et l'âme, nous représentant cette dernière comme le maître. Pourtant, Gojo viendra contredire cette règle qui est pourtant considérée par nous lecteurs comme absolue, ce qui nous prouve que son sixième œil le met dans une position de compréhension totale de l'œuvre, et cela presque au même niveau que l'auteur, où ce qu'il voit ne sont pas des croyances ou des interprétations, mais seulement des faits. Donc oui, Gojo comprendra à coup sûr mieux que nous. Je tenais à y revenir pour éviter une mauvaise interprétation des règles de l'univers de Jujutsu. Ce n'est pas l'auteur qui s'amuse à retcon ce qu'il a déjà introduit, il nous le représente juste du point de vue d'un personnage qui, comme nous, peut parfois faire des erreurs, ce qui du coup n'est pas le cas de Gojo. Fin de la parenthèse. Mais malgré le fait qu'il se soit fait avoir, Satoru entrera sereinement dans sa prison, car rappelons-le, la solitude n'est pas ce qui lui pèse à l'heure d'aujourd'hui. Il l'a bien rappelé, désormais même si lui se retrouve hors jeu, il n'est plus la seule menace. Yuta Okkotsu est un bon exemple. C'est donc dans la lisière du supplice, là où le temps et l'espace n'ont pas de prise et qui fait option salle de muscu apparemment, que Gojo se retrouvera, attendant que ses protégés viennent le libérer. Bon, c'est sûr qu'à sa sortie, il devait s'attendre à une situation un peu différente. Son disciple préféré n'est plus, l'un de ses confrères auquel il faisait le plus confiance aussi, et j'en passe. Mais actuellement, que ce soit pour nos protagonistes ou leur maître, tout espoir n'est pas perdu. Chacun sait qu'il pourra désormais compter sur l'autre. Et Gojo nous l'a dit dès le début du manga, il va gagner. Et dans un sens, c'est clairement le cas. Depuis le début du manga, Gojo et Sukuna sont mis en opposition, en concours de celui qui sera réellement le plus fort. Même leurs interactions entre eux y font allusion. Mais ce qui sépare réellement un Satoru du roi des fléaux, ce n'est pas leur
leur puissance ou leur talent exceptionnel, vu que ce sont les seuls pouvant remettre en question la compréhension qu'on a de l'œuvre. Non, c'est plutôt leur rapport à la solitude. Sukuna se considère comme inatteignable par le commun des mortels, contrairement à Gojo qui, lui, ne peut pas être atteint physiquement. Et encore, si on lui demande, ce n'est pas le genre à refuser. Malgré sa supériorité, il n'est en rien isolé, allant même jusqu'à désactiver son infini pour se laisser corriger par le principal Yaga, ou juste recevoir une tape d'encouragement de la part de ses élèves. C'est un peu bateau et très pouvoir de l'amitié, mais il prouve qu'il ne se bat pas seul, assumant du début à la fin son rôle de modèle pour la génération suivante. Sur ce point, même si Sukuna venait à surpasser la force de Satoru, il n'aurait jamais le titre du réel plus fort. Ou peut-être que c'est juste une manière de ma part de me rassurer si jamais Gojo perdait. Mais ce n'est pas le genre d'individu à dire des paroles en l'air. Car rappelons-le, c'est lui le plus fort. Bref, si t'es arrivé au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a vraiment plu. N'hésite pas à me faire tes retours et tout ce qui va avec. J'ai jamais vraiment d'idée d'outro. Donc allez, je vais te faire une petite confidence, pour la prochaine fois, je vais enfin justifier mon pseudo.